Océanographe français, invité du Grand Angle. Bonjour Guy Jacques. Bonjour. Bonjour Paul Tréguer. Bonjour. Ravi que vous soyez sur le plateau du 64 minutes. Alors vous signez ensemble Conquêtes antarctiques au pluriel aux éditions du CNRS. Vous êtes tous les deux donc océanographes. Guy Jacques, vous êtes biologiste au départ, oui. je crois. Et Paul Tréguer, vous êtes chimiste. Alors, je voudrais commencer par vous demander à chacun de vous comment vous est venu cet intérêt pour l'Antarctique et pour les îles australes. Eh bien, disons que la France était bien placée. Pour avoir un intérêt, il fallait quand même pouvoir y aller. Et il se trouve que la France, quand même, ayant des possessions australes et antarctiques, avait aussi un navire qui permettait de faire de l'océanographie. Voilà. Donc c'est ça qui nous a donné l'idée. Et on pensait qu'on avait une méconnaissance et qu'il y avait des choses originales à trouver dans l'océan austral. Et vous, Guy Tréguer, l'Antarctique, ça vous passionne depuis que vous êtes tout petit? Presque, oui. Mais une fois qu'on embarque sur le Marion Dufresne, en l'occurrence, ouais. Et qu'on arrive dans les champs d'iceberg, il y a évidemment un intérêt scientifique, mais il y a aussi la fascination, et on attrape le virus de l'Antarctique. Ouais. Depuis l'Antiquité, en tout cas, on pensait qu'il y avait une terre immense, vous en parlez dans le livre, oui. Dans l'hémisphère sud, qui équilibrait en fait la Terre. Oui, il y a même des auteurs qui disaient qu'elle équilibrait moralement également. Ouais. Et c'est vrai que ça a été, cette Terra Australis Incognita a motivé pendant très longtemps les recherches. Mais la vraie découverte, c'est quoi? C'est le 18e, le 19e siècle? 18e, oui. Ouais. Alors, tous les pionniers, tous les découvreurs de l'Antarctique sont dans votre livre. Hein, au 19e et au début du 20e siècle, d'ailleurs, aller au pôle Sud, c'était une aventure périlleuse. Oui, on peut dire, par exemple, pour la conquête du pôle Sud, ce sont des expéditions qui, en mer, durent plusieurs mois pour aller de la Grande-Bretagne ou de la Norvège et du Japon. Donc, il faut d'abord atteindre l'océan austral avant de poser le pied sur le continent blanc. Alors, votre livre, il a intérêt, il parle de l'Antarctique, bien sûr, mais il parle aussi des îles australes, dont on parle beaucoup moins souvent. Quel est l'intérêt pour les scientifiques que vous êtes, que représentent ces îles australes ? C'est-à-dire ça représente des milieux extrêmement variés parce que les îles australes, il y en a qui sont très près du continent antarctique, donc très au sud, donc dans des eaux froides, et puis il y en a qui vont pratiquement jusqu'au milieu subtropical. Donc c'est déjà une grande variété. Et dès que vous avez une île, vous avez forcément autour des conditions favorables au développement de la biomasse animale et végétale. Oui, Guy Tréguer ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est le côté fascinant des îles. Quand on est au niveau du front polaire, alors quand on passe les fronts, véritablement, on sent la différence de température. Quand on quitte la Réunion avec le Marion Dufresne, on est comme je suis maintenant. Et puis, quand on passe progressivement les fronts, on finit par des pulls et une parka polaire. Alors, il faut rappeler que l'Antarctique, le continent antarctique, c'est un territoire immense. Hein, c'est deux fois l'Australie, à peu près. Oui, et puis il faut se souvenir quand même que c'est 3 km d'épaisseur de glace. Oui, ce qu'on ne savait pas d'ailleurs au début. On s'est rendu compte après de l'épaisseur de cette glace. Oui. 3 km, 3 km. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il faut bien voir que c'est un désert, c'est-à-dire qu'il ne tombe pratiquement pas d'eau. Donc c'est avec le temps, là où on parle de millions d'années, qu'on arrive à accumuler 3 km d'eau sous forme de glace, là où il ne pleut pas. Alors, Paul Tréguer, il appartient à qui, ce continent blanc ? Alors l'originalité, c'est à personne. En fait, c'est à tout le monde. À partir du moment où un traité de l'Antarctique a été signé, en 1969, qui garantit l'utilisation de ce continent pour la science. C'est le traité de Washington, je crois, c'est ça, hein ? En tout cas, s'il y a là-bas. Et pour la science. Alors, en fait, il y a eu une reconduction de ce traité. Et on peut dire qu'actuellement, il n'y a pas de réelle menace. Et que l'ensemble des nations, l'ensemble est d'accord pour continuer à utiliser ce continent pour le bien. Le traité de Washington, 59, et ensuite le protocole de Madrid en 91, dit aucune exploitation des richesses du sous-sol. Et pour l'instant, les pays tiennent leur parole. Les pays tiennent leur parole. On a commencé bien sûr à avoir quelques visées. Il y a des métaux, il y a du charbon. Plus au large, il y a du pétrole. Donc on a quelques idées. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ça serait totalement imprudent de se lancer dans ce genre d'aventure. Guy Jacques, ce qui n'est pas le cas de l'Arctique. L'Arctique, lui, il est réellement menacé. Oui, alors il faut vraiment opposer. Il faut vraiment opposer, puisque déjà l'Arctique, c'est une Méditerranée entourée de continents, avec quand même la Russie, les États-Unis, alors que là-bas, c'est quand même un continent qui est en position polaire et qui est éloigné de tout. Et sur le problème, par exemple, si on parle du réchauffement, on pourra le détailler tout à l'heure, mais il est certain que le réchauffement climatique touche beaucoup tout ce qui est la partie nord du Groenland. Pour l'instant, beaucoup moins le pôle sud.
Ouais, donc le Nord est beaucoup plus touché par le réchauffement climatique pour le moment et beaucoup plus, je dirais, touché aussi par l'exploitation économique, industrielle et pétrolière notamment. Voilà, alors donc, la question peut se poser, est-ce que les glaces de l'Antarctique fondent? On a évidemment des preuves de cela, dans la péninsule antarctique qui est au sud du Cap Horn, mais quand on fait le bilan à l'échelle de l'ensemble du continent, il n'y a pas de tendance réelle, donc on ne peut pas dire que la masse totale diminue. Alors, on va en parler tout de suite, mais on va d'abord regarder ensemble justement un reportage sur l'accélération quand même de la fonte des glaciers dans l'Antarctique. On regarde les images. Au pôle Sud, le continent blanc l'est de moins en moins. D'après une étude, les glaciers de l'Antarctique fondent à un rythme accéléré. En 25 ans, ils ont perdu 3000 milliards de tonnes de glace. Pour ces scientifiques qui étudient le continent, ce changement lié au réchauffement global s'opère à vue d'œil. Le glacier Collins montre des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. La fonte de l'Antarctique a déjà provoqué une montée globale du niveau des océans de 8 mm. Et la tendance s'accélère. Aujourd'hui, les glaciers fondent 3 fois plus vite qu'il y a 5 ans. En 2100, selon les experts du climat, le niveau de la mer pourrait augmenter de près d'1 mètre. Les îles du Pacifique, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Europe seraient fortement affectées, condamnant plusieurs dizaines de millions de personnes à se déplacer. Pour la communauté scientifique, la fonte accélérée des glaciers de l'Antarctique est un signal d'alarme. Le continent blanc abrite 90% des glaces terrestres. Paul Trégache, vous êtes plutôt moins pessimiste que ce qu'on vient d'entendre? Bon, donc on est d'accord pour dire qu'il y a un enjeu majeur pour étudier effectivement le devenir de cette calotte glaciaire. Il faut faire attention en fait à ce que les observations qui sont rapportées sont essentiellement autour de la péninsule antarctique et au sud du Cap Horn, où là, c'est totalement évident qu'il y a une fonte des glaciers. Par contre, quand on prend l'ensemble du continent et quand on fait le bilan, la tendance n'est pas encore très nette. Donc je serais sûrement plus prudent que les affirmations de mes collègues. Alors c'est vrai que des changements climatiques, il y en a, vous le dites aussi dans le livre, ça a toujours existé sur la Terre. Hein. Oui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est le rôle joué par l'homme qui est important et qui influence ces changements, ces dérèglements climatiques. Oui, là c'est capital. Je crois que maintenant il y a un accord du monde entier scientifique, tout au moins pour reconnaître que l'homme devient un acteur du changement climatique. C'est incontestable. Avant, il y a eu des changements de cet ordre-là, mais sur des périodes de temps qui étaient de l'ordre de dizaines de milliers d'années, que maintenant, on est à l'ordre de quelques dizaines d'années. Donc le rôle de l'homme est incontestable. Alors on peut dire aussi que l'histoire du climat de la Terre est inscrite en fait dans la mémoire de l'Antarctique, dans la profondeur de l'Antarctique. Alors quelquefois, je crois qu'il faut que les scientifiques aient un peu de chance quand même. Hein. Si vous voulez, c'était pas évident. Alors on raconte toujours l'histoire de Claude Lorius, le grand glaciologue français, qui en mettant un glaçon dans son verre de whisky a vu des bulles s'échapper. Et il s'est dit, ces bulles contiennent l'atmosphère au moment où la glace s'est formée. Ce qui fait que dans l'Antarctique maintenant, on a pratiquement 1 million d'années d'histoire du climat et on peut le reconstituer grâce aux bulles emprisonnées lors de leur formation. Donc les carottes de glace on va à quelle profondeur? Jusqu'à 2500 mètres à peu près de carottage. Permettent de déterminer en fait le climat il y a 800 000 ou 1 million d'années sur Terre. Voilà. Ouais. Alors, qui est-ce qui habite aujourd'hui sur l'Antarctique? Et ce sont uniquement des scientifiques? Uniquement. En fait. Il y a quoi, une quarantaine de... Ce sont des scientifiques, il y a à peu près 1000 au total en été, et peut-être beaucoup plus, sûrement beaucoup plus, pardon, en hiver, excusez-moi, et peut-être beaucoup plus en été, mais ce sont donc des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, qui sont attachés aux bases de l'ensemble des pays qui ont décidé de s'implanter dans le cadre du traité. Ouais. Alors, il y a aussi une vie incroyable sous la glace, il y a une biodiversité, vous en parlez dans votre livre, absolument fantastique, notamment le krill. Alors, ces petites, il faut rappeler, c'est des petites crevettes qui sont au cœur de la chaîne alimentaire de la planète. Est-ce que, selon vous, le krill, qui est très abondant autour de l'Antarctique, est-ce qu'il est vraiment menacé? Alors, il faut bien voir le krill. Il y a du krill sous la glace, mais il n'est pas uniquement là quand même. Le krill est réparti dans l'océan austral, pas uniquement sous la glace. Il joue un rôle clé parce que c'est la nourriture, aussi bien pour les baleines que pour tous les oiseaux. Tous les manchots, c'est une des nourritures essentielles. Alors, est-ce qu'on aurait pu penser que sa concentration augmenterait, puisqu'on a
pêcher les baleines. Donc les baleines étant consommateurs de krill, on aurait pensé qu'il y en aurait de plus en plus. C'est pas le cas parce qu'il est exploité pour l'aquaculture, mais également parce qu'on trouve dedans des oméga 3, par exemple. Donc on en pêche de plus en plus. On empêche de plus en plus, mais on ne peut pas dire qu'il y a une diminution encore sensible de la biomasse. Alors jusqu'ici, l'océan austral, donc qui entoure l'Antarctique, absorbait le CO2. Est-ce que ce phénomène-là est en train de changer? Est-ce qu'il y a un danger sur l'absorption du CO2 par la zone australe? Alors tout d'abord, l'océan froid, donc naturellement, absorbe les gaz, dont le CO2. Donc l'océan austral présente un enjeu stratégique pour la planète Terre. Alors bien sûr, il y a des limites, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine concentration, on ne peut plus en dissoudre. On a eu des craintes de ce type. Il s'est avéré finalement qu'il s'agit plutôt de fluctuations, mais il est sûr qu'il aura une limite. Dans plusieurs dizaines d'années, au rythme où continuent les émissions de CO2, les rejets de CO2 dans l'atmosphère, le puits de CO2 que représente l'Austral va s'amenuiser. Un mot sur l'activité des scientifiques français. Vous l'avez dit au début, les scientifiques français sont semble-t-il, très actifs en Antarctique. Pourquoi ils sont aussi présents là-bas ? Pour être présent, il faut des moyens logistiques. Donc, la France, à un moment donné, a joué cette carte-là. Il y a eu quand même l'exploration Jean Charcot, par exemple, avec le Pourquoi pas, qui a créé la Terre Adélie, puisqu'à ce moment-là, on plantait des pavillons nationaux. Et avec le nombre de bases subantarctiques, d'îles, on a quand même des moyens d'intervention importants. Et puis il y a toujours aussi, il faut souligner le rôle de l'Institut polaire français, c'est l'Institut Paul-Émile Victor. Absolument. Voilà. Alors je rappelle donc le titre de votre livre, Conquêtes antarctiques au pluriel, c'est aux éditions du CNRS. Merci à tous les deux, Guy Jacques, Paul Tréguer, d'être venus nous donner envie sinon de voyager, parce que je sais que le tourisme fait parfois des dégâts là-bas aussi. Absolument. En tout cas, de découvrir l'Antarctique grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Reportage sur un